Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à toutes et à tous et nous vous disons grand merci d'être avec nous dans cette émission Entre les lignes. Aujourd'hui, on reçoit une personne de taille, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans cette émission. Nous allons aborder la question d'actualité liée à la sécurité. Il va donner son avis, son point de vue et son interprétation. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa, à l'UCC, à l'ACAMIL, à l'UQAM. Il est député provincial et auteur. Il est donc aussi avocat à la Gombe. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, est-ce que j'ai été exhaustif? Oh, comme vous souhaitez. Ça fait beaucoup d'épithètes. Ça vous fait quoi d'être professeur Non, dans la peau d'un professeur, ça fait comment? Non, l'enseignement, c'est un grand apostolat. Pour moi, c'est le meilleur des services qui soit. Être obligé de pérenniser la mémoire d'un pays, de servir de fil de régénération, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut s'attendre à ce que ce grand Congo de demain ait des gens mieux que nous, des gens beaucoup plus efficaces, qui serviraient davantage ce pays plus que nous l'aurons fait. Et ça me fait énormément plaisir. Je crois que c'est le meilleur emploi, c'est la meilleure profession que Dieu n'ait créée. Exactement. Je me sens mieux d'être enseignant. Vous êtes un professeur, vous êtes une personne qui est vraiment respectée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que la classe des intellectuels que vous êtes, beaucoup vous attaquent pour dire que vous n'aidez pas les dirigeants à prendre des bonnes décisions, vous n'êtes pas assez présent dans la gestion de la chose publique. Vous avez abandonné l'État à des personnes qui ne méritent pas de gérer réellement l'État. Vous, les intellectuels, les penseurs, que répondrez-vous à ça? Non, je ne pense pas que ça soit le cas. Le pays a une main-d'œuvre très abondante, très abondante, et que tous nos services sont des services suffisamment servis et avec de grandes intelligences. Ouais. C'est vrai que nous sommes un pays qui a son histoire. Nous avons une histoire qui est émaillée de beaucoup de fractures. Des fractures qui sont aussi le fait que lorsque ça n'a pas bien marché en politique, ça ne pouvait pas marcher ailleurs. Je pense que l'université fait son travail. Tant bien que mal, il y a beaucoup de failles qui sont liées aussi à ce que nous sommes des êtres humains, oui, mais aussi à des difficultés structurelles réelles qui datent des années de l'indépendance. Et beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à ce jour, oui, notamment en ce qui concerne les réformes académiques, en ce qui concerne le renforcement des capacités, la culture universitaire, mais aussi en ce qui concerne le service à la société. Je ne pense pas que l'on dise à ce jour que les enseignants sont absents de la gestion de la chose publique, qui ne signifierait pas forcément des fonctions politiques. Vous avez abandonné, vous avez laissé l'État. Qui ne signifierait pas forcément des fonctions politiques. Je crois que dans le cadre de service à la société, qui est une mission de l'université par ailleurs, on a suffisamment de gens dans la magistrature qui sont du monde universitaire, au barreau, nous avons des gens dans l'entrepreneuriat, en politique. L'université est suffisamment présente, au point même que l'on se dise si ça n'a pas handicapé déjà le fonctionnement de l'université elle-même. On se pose aussi la question, les budgets réservés à la recherche scientifique, à l'enseignement, c'est quand même assez réduit. On ne vous donne pas assez de marge de manœuvre pour que la science puisse suffisamment avoir assez de place au niveau du pays. Tu sais, c'est comme on dit, la plus belle femme du monde est donc ce qu'elle a. Le pays a nagé dans ses budgets de honte, des budgets de 3 milliards, de 4 milliards, qui n'étaient même pas des budgets réels, comme on dit, c'était des budgets apparents. Exactement. Parce qu'en réalité, en termes de mobilisation des recettes et d'exécution de ces budgets,
on atteignait que rarement 50% d'exécution. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit 4 milliards de budget, c'était à peine 2 milliards. Ça ne pouvait servir ni l'armée, ni la police, ni l'enseignement. Et le pays est grand, c'est à quoi l'argent de l'État sert. C'est beaucoup de choses. Et les efforts qui sont actuellement fournis par le chef de l'État nous amènent dans des perspectives beaucoup plus promettantes. Et vous voyez, que l'on soit parti de 2 milliards de budget ou 4 milliards par an à aujourd'hui 15 milliards presque réels, c'est déjà un grand effort. Et je crois que tout observateur indépendant et sincère est en train de se réaliser que les lignes bougent et dans beaucoup de secteurs, beaucoup de choses sont en train d'évoluer. C'est pas pour rien qu'on nous fait la guerre, parce que chaque fois que ce pays tente de faire ça, il y a toujours des gens de... Est-ce que les professeurs, avec leur intelligence, peuvent, pas seulement les professeurs, toutes les intelligences du Congo qui sont passées par l'université, est-ce que cette intelligence peut-elle, comment dire, aider à transformer ces matières premières au niveau local, qu'on mette un peu fin à cette exportation des matières premières à l'état brut? Est-ce que si vous mettez ensemble, vous multipliez, est-ce qu'il peut y avoir un cadre? Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est ça à quoi tout État sérieux, tout État qui se veut souverain avec tout ce que ça implique comme compétence devrait absolument faire. Et nous avons cette obligation de le faire. Ça implique bien évidemment qu'il y ait des investissements sérieux, des investissements locaux. Ça implique parce que c'est la transformation, la valeur ajoutée, tout ça, la matière première, ça implique beaucoup de facteurs. Il y a aussi des pommes de savoir-faire qui requièrent encore que l'on bénéficie de certains transferts de technologie. Et c'est des efforts qu'il faut fournir. C'est là qu'il faut que l'université, comme colonne vertébrale de la nation, se réforme sérieusement, parce qu'il y a eu aussi une longue période, comme je dis, de ruptures, beaucoup de complaisance dans la formation de jeunes à l'université. Nous en sommes responsables, nous les enseignants en premier. Je crois que c'est des choses, parce que là, c'est tout le pays qui bouge, c'est tous les secteurs de la République qui sont en train d'être touchés. Je pense qu'il faut remettre l'université dans son rôle de la recherche, dans son rôle de l'enseignement, et pas l'université que l'AFDEL nous avait amené ici, des distributions de diplômes et de satisfaction de besoins d'emploi par les diplômes. Mais maintenant, il faut faire la vraie université. Pas l'université populaire où chaque député en a eu une pour son village, tout ça, c'était pour raison de campagne. J'ai toujours pensé qu'il faut tenter de regrouper même des établissements existants, parce qu'il y en a qui ne servent pratiquement à rien, si ce n'est qu'à alourdir la charge du trésor public, mais aussi à larguer sur le marché de l'emploi des personnes qui sont presque des assassins. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument revoir. Mais transformer nos matières premières, même si ce n'est pas forcément que l'on fasse de nous-mêmes, tous les pays du monde n'ont pas ainsi procédé. C'est ça aussi l'importance d'encadrer des investissements étrangers, parce que ce n'est pas l'air canal qui a transfert des capitaux et du savoir-faire. Je pense que les efforts actuellement fournis par le président de la République dans cette matière-là permettrait que de plus en plus que l'on ait ce savoir-faire grâce à des capitaux étrangers qui viennent, à des investissements étrangers. Les années qui viennent sont prometteuses, malgré ce que tentent de nous faire nos ennemis de toujours. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. On va maintenant prendre notre sujet directement de l'Est. On va parler de cette sortie médiatique, cette déclaration du RDK, Rassemblement des députés katangais, qui ont dénoncé plusieurs choses, notamment le fait qu'il y ait plusieurs bureaux d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le Kasaï, plus concentrés dans le Kasaï que dans d'autres provinces. Ils ont dénoncé le fait que les Katangais sont marginalisés dans les nominations
dans des postes que le président a récemment nommés, certains fonctionnaires de l'État. Les Katangais sont marginalisés au profit de la population d'une certaine région du pays. Ils ont dénoncé aussi le fait que les magistrats qui ont été nommés, qui ont satisfait plutôt aux tests de la magistrature, la plupart viennent d'une certaine région. Beaucoup de Katangais sont maintenant arrêtés, sont à l'ANER, sont à Makala. Ils se sentent beaucoup plus marginalisés. Ils parlent d'une préparation de la fraude électorale. Que leur répondrez-vous, professeur Chilumbaï? Bon, j'ai suivi en ligne, entre lignes, cette déclaration que je trouve malencontreuse pour des élus nationaux dont le mandat est national. Vous permettrez la tautologie. Et il laisserait cela aux députés provinciaux. Ce que j'ai entendu, et cela en cette période précise où le pays est attaqué de partout, ne reflète pas l'image de ce qu'un député doit communiquer. D'abord, j'estime qu'il est faux de dire de députés katangais. J'ai vu précisément dans ce communiqué une dizaine de personnes qui ne peuvent pas se prétendre d'être des représentants des députés katangais, une soixantaine, vous le savez, et qui ne partagent d'ailleurs pas leur point de vue à bien d'égards. La question du bureau de vote, il faut dire que moi j'ai assisté à plusieurs rencontres avec la CENI, les principes avaient été donnés, la CENI a dit qu'il n'y aurait plus de bureaux de vote à plus de 10 km. Ça signifie que lorsqu'on trouve un bureau de vote dans le village A, si le village B c'est à 10 km, à 7 km, il faut un autre bureau de vote. Et c'est l'effort que la CENI a fait pour permettre à ce que tous les Congolais aient la possibilité de s'enrôler et de participer pleinement aux élections. Il y a une chose vraie que beaucoup de gens ne savent pas. Dans le Kasaï, en principe, et depuis toutes ces années, les gens parcouraient les distances les moins longues. C'était 25 km d'un bureau de vote à l'autre. Il y a des gens qui pouvaient partir. Je peux donner un exemple. Ils pourraient même vérifier à l'aide de leur carte map. Lorsque vous êtes dans le territoire de Luisa, il y a eu un bureau de vote dans un village appelé Ntumba. Ce village, c'est le dernier village c'est le dernier bureau de vote pour arriver dans le territoire de Djibaya, dont la frontière se situe à 40 km. Ça signifie que les habitants du dernier village de Djibaya, vers Kampondé, devraient partir de là pour aller voter à 40 km. Et c'était ça la réalité dans l'ensemble du Kasaï. Vous devez parcourir combien de kilomètres? 40 km 40 km pour aller voter. Et ils peuvent vérifier. J'ai donné les indications, même sur base d'un téléphone, ils peuvent vérifier et s'assurer de ce que j'ai dit là. Et en même temps, il y en a qui partaient de Moulavoudi pour aller voter en Tumba, exactement une distance de 25 à 28 km. C'est ça la réalité globale dans les Kasaï dans l'ensemble. Alors, le principe adopté par la CENI est celui de ne pas aller à plus de 10 km. Ça signifie que si je n'ai pas vérifié, si on a ajouté des bureaux de vote dans le Kasaï, c'est probablement pour corriger cette injustice qui n'a peut-être pas été la même dans toutes les autres provinces. Mais parce que vous savez, je suis très peiné de parler cette fois-là comme Kassaïen, je suis un député kassaïen. Ce n'est pas dans nos cultures de nous victimiser. Nous n'avons pas ces pratiques de nous Kassaïens, tout ça, ce n'est pas dans nos cultures. On ne s'est pas exprimé en ces termes toutes ces années pour dire que le Kasaï était discriminé, les bureaux de vote étaient trop distanciés, mais nous nous sommes plaints quand même, nous aussi à la CENI, pour dire qu'il faut que les mêmes principes soient applicables à tout le territoire national. Maintenant, je voudrais que ceux qui disent que le Kasaï a été ainsi favorisé... Donc ça vient de la plainte des députés ou de la population du Kasaï? La population, elle s'est exprimée notamment par l'entremise des élus que nous sommes
Nous l'avons fait savoir aux instances dirigeantes à la CENI. Et je pense qu'il y a des cas où cette injustice a été corrigée. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment me dire dans quel espace du Kasaï les bureaux de vote seraient à moins de 6 km comme la CENI l'a annoncé avant la cartographie. Il n'y a nulle part où on va prouver que le Kasaï a bénéficié d'une telle faveur. Parce que, en fait, aujourd'hui, tout est facile, on peut vérifier parce qu'avec votre téléphone, vous pouvez vérifier les distances entre bureaux de vote. Oui. Et que ceux qui disent ça nous disent quel est ce lieu du Kasaï où l'on trouverait des bureaux à moins de 7 km. Il n'y en a pas. Quand bien même il y a cette tentation, ou plutôt cette tentative de correction, vous trouverez que ces injustices demeurent. Ça demeure. Mais ce n'est pas dans notre culture de nous regrouper, de dire nous ressortissants, ce n'est pas dans notre culture. En fait, lorsque vous prenez l'autre question qui concernerait la marginalisation du peuple katangais, heureusement, je dis bien que ceux qui ont parlé, c'est des individus d'un parti politique. Ce n'est pas le Katanga qui a parlé, parce que le Katanga a plus de 60 députés, je ne les ai pas vus à cet endroit-là. C'est les individus d'un parti politique qui sont peut-être frustrés parce que, et comme individus, n'ont pas trouvé leur satisfaction dans ce qui s'est passé. Le pouvoir, comme on le sait actuellement, se partage au sein des partis politiques. Oui. On aurait voulu que c'est la marginalisation on aurait voulu que si nos frères, ce n'est pas nos frères qui se sont plaints, si c'était dans le cadre, c'est pas les Katangais, ce sont des Katangais, mais ils ne portent pas la voix de tous les Katangais. Bien sûr, mais lorsqu'ils parlent, ils disent que le Katanga est marginalisé. Dans un contexte où il faut le dire, le Katanga a le Premier ministre. Je ne sais pas quel est ce poste qui soit plus important que d'avoir un Premier ministre. Le Katanga a, vous le savez, le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est un Katangais. Et l'un des conseillers les plus influents du chef de l'État, vous le savez. Le Katanga a le chef d'état-major général de ce grand pays, ici, de ce grand Congo. Quelqu'un qui a fait une ascension que vous tous vous connaissez, pour montrer d'ailleurs qu'en Tshisekedi, il n'y a pas cette culture de discriminer le Congo parce que lui, il est congolais en tant que tel. Si vous vérifiez bien, vous allez trouver qu'on a des ministres, de grands ministères, des plans, de postes de télécommunications, qui viennent du Katanga. Portefeuille, tout ça, de très grands ministères qui viennent du Katanga. Mais moi, je suis originaire du Kasaï central. Je peux te dire que nous, on ne passe jamais pour dire nous du Kasaï central. Nous avons un ministère. Quel ministère? Affaires sociales. N'est-ce pas? J'imagine qu'on donne le ministère des Affaires sociales au Katanga. On n'allait pas dormir ici. Toute cette province du Kasaï central a un ministère. Un seul ministère. Affaires sociales. Affaires sociales. Et je peux te compter. Tu peux prendre, c'est des exemples qu'il faut donner de manière concrète. Un seul ministère Affaires sociales, c'est monsieur... Pour une province. Toute la province du Kasaï central. C'est monsieur Modeste Moutinga qui a été présenté par Ensemble de Moïse Katumbi. Un parti du Katanga. Bon, c'est pas un parti du Katanga, mais je dis qu'il a été présenté par Ensemble de Moïse Katumbi. Exactement. Ça signifie qu'on présenterait même quelqu'un d'autre à sa place. Et le Kasaï central, avec ses 18 députés, et même nous, IDPS, avec notre majorité de députés, parce que nous sommes le grand quota, en quelque sorte, pour l'IDPS, ça ne nous a jamais préoccupé de passer dans des médias, de dire nous. En même temps, vous allez compter des territoires entiers. Lorsque vous êtes dans le Kasaï central, vous trouverez des territoires entiers comme Luisa, Dibaya, Kazumba, où vous ne trouverez même pas un conseiller d'un ministère. Même pas un conseiller dans un ministère. Et nous ne sommes jamais passés pour dire nous du Kasaï central, du Kasaï central. C'est des pratiques d'une autre ère. C'est des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre que le Congo est un et que lorsqu'on est ministre, c'est pour servir le pays. Nous avons des gens en prison. Mais il y a cette question de Jean-Marc Kabound, il est en prison. Vous n'avez jamais vu les Kasaïens se réunir. Nous, Kasaïens, on a arrêté tel libéré. Monsieur François Beya était ici en prison. Nous ne sommes jamais allés
dans des médias pour dire que François Beyanou, restaurant du Kassai, ce n'est pas dans nos pratiques. Nous sommes tellement républicains, nous sommes tellement attachés à la République que ce genre de choses doivent être abandonnées. Vous prenez, on vous cite même des choses qui sont honteuses. La magistrature, encore que tous les magistrats qui ont réussi, la plupart de ceux qui ont réussi les tests, qu'on nous dise aujourd'hui, viennent du Kassai. Il est impossible qu'on nous dise aujourd'hui que la majorité des magistrats viennent du Kassai, ce qui est ceux qui ont réussi les tests, professeur. Très faux. D'ailleurs, je te parle encore de ma province. Lorsque nous faisons le calcul en termes de quotas, les Kassaïens, c'est des gens qui sont très nombreux dans des facultés de droit. Et lorsque vous prenez ma province en termes de quotas, elle n'a pas atteint 30 magistrats dans l'ensemble. Vous pouvez vérifier ça. C'est par concours. Moi, je trouverais normal que ceux qui réussissent parce que c'est un test. On ne va pas fabriquer la magie. Exact. Mais ceux qui ont fait cette déclaration ne peuvent aucunement pas vous prouver que ce qu'ils allèguent à propos de la magistrature est vrai. Ça signifie que c'est des gens seulement qui sont choqués dans leur foi personnelle. Le Katanga ils sont frustrés. A ces très grandes entreprises. La GECAMIN, ce n'est pas petit. La SNCC, ce n'est pas petit ça. La Caisse nationale... C'est de la frustration, professeur. Mais c'est un parti politique qui a des problèmes comme parti politique qui ne peut pas se cacher derrière l'ensemble du peuple katangais qui ne pose pas ces problèmes. Et moi, je peux t'avouer que nous connaissons, dans ce pays, on a connu des gouvernements entiers où une seule province, par exemple, s'est arrogée 70% de membres du gouvernement. Ça n'a jamais posé problème pour autant que les gens soient au service de la République. Bien évidemment, nous ne sommes pas du principe qu'il faut qu'on discrimine d'autres peuples. Nous avons besoin que les choses s'effacent en des termes beaucoup plus transparents pour l'unité nationale. Mais lorsque un groupe d'individus se permet d'inventer ce genre de choses... Cette question de la répartition des sièges ou des postes au sein, du point de vue pour représenter chaque province, c'est une question qui est reconnue par la Constitution. Oui, en fait, moi je ne suis pas opposé à l'idée que ça soit reconnu par la Constitution. Et lorsque je te donne l'exemple de ma province, n'est-ce pas? Je te donne l'exemple du gouvernement de ma province. Exactement. Et du gouvernement, nous avons un seul ministère. Nous pensons qu'il nous suffit parce que celui qui est là, il travaille pour le Congo. Ce n'est pas le dernier gouvernement du monde, il y en aura d'autres dans lesquels on pourrait trouver de Kassaïens, on pourrait trouver d'autres peuples, c'est pas mal, mais aujourd'hui, personne ne peut donner crédit à cette déclaration tout à fait fantaisiste. La territoriale, le principe légal, c'est une territoriale des non-originaires. Encore qu'il faut dire que le partage des postes qui s'est fait dans notre système politique, c'est un partage des postes qui s'est fait entre partis politiques qui ont gagné les élections, qui gouvernent. Et que dans ces partis politiques, je vais te donner l'exemple. L'unique mandataire que... moi, je suis un élu du territoire de Luisa. L'unique mandataire que nous avons eu dans le territoire de Luisa, c'est un NDG adjoint. Il vient d'un parti politique dirigé par un Katangais. C'est ce Katangais qui l'a proposé. Alors, aucun parti politique dirigé par un Kassaïen n'a proposé un mandataire là-bas. C'est pour vous dire que ce qu'il raconte, c'est des faussetés. La territoriale, elle est territoriale des non-originaires. C'est ça le principe. Non-originaire, supposant que l'administrateur du territoire doit venir d'ailleurs pour diriger les territoires. Et les administrateurs des territoires, en effet, ne gèrent rien. Ce sont des préfets. Ce sont des entités déconcentrées qui dépendent du gouvernement central. Bon, ils vont gérer quoi? Ils n'ont pas de fisc, ils n'ont rien. Ils gèrent quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pareille déclaration à l'avenir? Parce que ça vient... Non, je crois que c'est un problème d'éthique politique, un problème de moralité politique. Je t'ai donné l'exemple. Est-ce que tu peux, toi, rechercher dans ton répertoire comme journaliste
Mais donner un seul jour un message où on voit les gens qui disent nous, ressortissants du Kasaï. Ce n'est pas dans nos pratiques. Ce n'est pas dans nos pratiques. Nous pensons que la République, c'est la mère protectrice de tous. On n'a pas à être Kassaïen, on n'a pas à être Katangais, c'est honteux, c'est des pratiques. Et ce qui est de grave dans ce que ce groupe de députés dit, nous allons prendre nos responsabilités. C'est quoi ce langage ridicule et honteux de gens qui pensent qu'ils peuvent menacer la République quand ils veulent, comme ils veulent, prendre des responsabilités, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on ne t'a pas nommé, toi, mandataire, ceux de Katangais qui sont nommés là sont moins importants que... C'est malhonnête tout simplement. J'invite notre peuple à ne pas suivre de telles impostures. Malheureusement ou heureusement, je dis c'est des gens marginaux qui ne sont pas représentatifs de l'échantillon essentiel du peuple katangais qui trouve effectivement son compte dans cette gouvernance. Je t'ai dit, primature, ce n'est pas n'importe quoi. Je t'ai dit, directeur de cabinet du chef d'État, ce n'est pas n'importe quoi. Je t'ai cité des conseils très importants ici. Chef d'état-major général de l'armée, ce n'est pas n'importe quoi. Pour que quelqu'un vienne vous dire ici, nous, Katangais, nous sommes marginalisés. Parce que lui, il se sent marginalisé. Merci beaucoup, professeur. Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, qui s'est prononcé sur cette question de RDK. Parlons maintenant de la question de l'Est. Vous avez suivi les sorties médiatiques du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je vais lire un peu une partie de ce qu'il a dit. J'ai noté ici. Il a dit « Paul Kagame est un rétrograde qui ne sème la guerre et la désolation. Ne haïssez pas les étrangers. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme ennemi. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la RDC. » D'abord, moi, je suis très fier que ce pays, une fois de plus, ait un chef. Je suis fier d'avoir un président pour ce pays avec lequel tout le monde s'est joué comme si c'était un lieu quelconque, alors que c'était un État. Pour ça, je félicite le chef de l'État qui est rassuré du soutien de son peuple, du soutien des Congolais dans leur ensemble. L'expression est précise et chirurgicale en français très mesuré. L'homme, le type de Kagame, c'est exactement ce que le chef de l'État a exprimé. Mais est-ce que c'était important? Est-ce que le chef de l'État devait nécessairement répondre à Kagame? Non. Ça changerait, quoi? Je pense... D'abord, vous avez affaire à un gars à qui on a fait croire qu'il était grand, à qui on a fait croire que le Rwandais était grand, que le Congolais, à qui on a fait croire que sa race est supérieure, qui tantôt tente d'imiter, comme on l'a présenté à son mentor Hitler Adolphe dans ses pratiques, tantôt des gens, tous ces voyous que nous avons connus dans le monde d'hier, comme le chef de l'État l'a précisé. Je pense qu'il était temps que l'on dise à Kagame que le peuple congolais ne pas ce qu'il croit là. Je l'ai toujours dit, c'est du fait que l'AFDEL est venu ici dans un contexte très très particulier et que les Kagame, ils ont assassiné Laurent Désiré Kabila. Ils ont réussi ce qu'ils ont réussi dans ce pays depuis 2001. Ils ont cru que le Congolais était exactement cela. Mais non, ça c'est des choses du passé. Effectivement, ce genre de dirigeant, et le chef de l'État a trouvé un mot précis, c'est un esprit rétrograde. C'est quelqu'un qui lit peut-être quelques manuels d'histoire, qui tente de penser qu'on peut parler de lui comme Mussolini, comme Hitler Adolphe et tous ces gens médiocres que l'humanité a connus. C'est indiqué de comparer Kagame
à Adolf Hitler aujourd'hui? Je crois que c'est même trop le valoriser parce que nous sommes... il est en deçà de cela. Il est en deçà de cela. C'est un sanguinaire impénitent. C'est un homme, je n'ai pas besoin de corriger Dieu, mais j'ai toujours pensé que c'est une erreur de la nature que le monde nous en ait donné un comme celui-là. Ouais. Et aujourd'hui, c'est que... Kagame est une erreur. Je dis bien, je n'ai pas besoin de corriger Dieu. D'accord. Je ne sais pas pour quelle raison il a été créé, mais je ne pense pas que ce soit dans la volonté de Dieu qu'il existe un humain de cette nature-là. Bon, c'est une réalité, et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le Congo a compris, nous avons compris, que et même ceux qui avaient créé les Nations Unies, je t'ai dit, le Jean de Gaulle appelait ça le machin, hein, le machin des Nations Unies. Ils savaient que c'était un truc. Avec Sarajevo, ils ont dit que l'ONU est morte à Sarajevo. C'était eux-mêmes qui l'ont dit. Aujourd'hui, vous voyez que dans tous ces débats qu'on fait là, on ne parle plus jamais des Nations Unies. Mais ils sont ici 20 000 sur ce territoire ici. 20 000 qui se livrent à tous les abus possibles sur nos compatriotes, sur nos richesses et autres. On n'en parle plus jamais. Et ça a aidé à ce que le Congo comprenne exactement que nous sommes un peuple et qu'aucun peuple ne s'est libéré par la pitié des autres. Pour que le monde nous craigne, nous devrions accepter des sacrifices, et parfois des grands sacrifices, qu'on se constitue comme un peuple respectable. Comme un peuple respectable. Nous avons d'autres frontières. Je ne m'imagine pas ce qui s'est fait dans ce coin du pays là, s'est passé ailleurs. Et tout simplement parce qu'il y a eu tantôt de très grandes complicités, mais aussi ces pratiques comme des brassages, des mixages et autres. Mais à un moment donné aussi, il y a eu du répondant à l'intérieur. Si tu vois que le M23 revient aujourd'hui, on vous dit qu'il a été vaincu. Il a été vaincu à Goma. Il existait à Kinshasa. La fureur de Kagame, c'est la rupture intervenue avec Joseph Kabila et ses sbires de multiples rébellions et tout ça. C'est lorsqu'ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus de connexion directe à Kinshasa et que ça devenait difficile de continuer de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans ce pays-là, qu'ils sont allés créer le M23. Et le M23 n'a rien de rébellion, c'est le Rwanda. Lorsque vous regardez Bunagana... Professeur, qu'est-ce qui justifie que... Vous voyez, j'aime bien la rhétorique que vous développez, savante, intelligente, compréhensive. Mais professeur, dites-nous, comment expliquer que ce même Rwanda, accusé par beaucoup de rapports des Nations Unies et comme étant une armée qui attaque les populations civiles désarmées, c'est ces mêmes Rwanda que l'Union européenne octroie 20 millions d'euros pour aller combattre les Shabab au Mozambique. Comment expliquer ça? Une guerre ne peut pas sévir au Congo si elle n'a pas la bénédiction de l'Union européenne. C'est impossible. L'Union européenne? Non, j'ai dit, nous sommes en Afrique francophone. Je ne vois pas comment une guerre peut sévir au Congo si elle n'a pas la bénédiction de l'Union européenne. Je ne vois pas comment c'est possible. Ça signifie qu'il n'y a aucun pays parmi nous qui peut tenir dans une guerre si l'Union européenne n'est pas d'accord avec. Bon, parce que tu vas te battre avec quelle arme? Avec quel moyen à ta disposition? Est-ce qu'on pouvait continuer de considérer que Kagame... Donc c'est l'Union européenne qui est en train d'appuyer, qui est à la base de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que dans la doctrine de l'Union européenne, on peut continuer de considérer que
Paul Kagame et le Rwanda sont crédibles pour combattre les terroristes au Mozambique. Ne fût-ce que ça. Lorsque vous êtes une armée qui est accusée de viol, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais il y a même des rapports qui prouvent cela. Il y a des rapports qui le prouvent. Vous demeurez, vous, crédible pour aller combattre les terroristes. Kagame lui-même, c'est le plus gros des terroristes en Afrique, on n'en a pas deux. Alors, lui est crédible pour bénéficier de l'argent du contribuable européen. Parce qu'il faut rentrer dans la culture puritaniste européenne pour comprendre que ni l'opinion publique européenne, ni les institutions européennes ne pouvaient justifier de manière courageuse qu'un seul franc sorte du trésor européen vers le Rwanda. Mais parce qu'il le justifie, même si ce qui n'est pas vrai, ces 20 millions étaient destinés à combattre les terroristes au Mozambique. C'est faux. Ces 20 millions de dollars sont bel et bien financés pour soutenir les efforts de Kagame dans l'Est du Congo. On ne peut pas expliquer. Je ne comprends pas comment... Le communiqué de l'Union européenne est clair à ce sujet. J'ai dit que je ne vois pas comment, sur le territoire de l'Europe, un dirigeant européen peut regarder la population européenne que nous connaissons dans les yeux et dire que il y a un rapport des Nations Unies qui dit que Kagame massacre au Congo. Oui. Ce drame humanitaire que tout le monde voit, mais nous donnons quand même l'argent à l'auteur de ce drame humanitaire pour aller sauver des vies au Mozambique. Quel est cet Européen qui peut comprendre ça de son dirigeant, d'un seul dirigeant? Ça ressemble à des gens qui pensent que le Congo c'est l'idiotie, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Non. Et c'est très grave, son montant n'est pas l'unique. On vous a dit que le petit Rwanda, avec toute la naïveté que l'on sait de là, vit à 50% des pillages des ressources de la RDC, oui. Et à 50% de la générosité internationale. Oui. Et cette générosité internationale n'est pas chinoise. Elle n'est pas russe. Elle est européenne. Elle est à 90% européenne. Mais lorsque vous suivez les journalistes européens poser des questions à l'ambassadeur chinois en France sur des massacres de Tiananmen, sur les massacres de Hong Kong dans des années 70, 60, et continuer de développer l'idée qu'il faut que la Chine dise quand même qu'elle avait commis du tort en massacrant, alors que ce que la Chine a fait hier, c'est ce que ces puissances civilisées font aujourd'hui. C'est très grave. Il faut que le monde se modernise. La civilisation nous a appris qu'elle était européenne, mais elle ne signifie pas cela. Il semblerait que c'est le lobbying de la RDC qui n'est pas assez fort. Elle ne signifie... C'est le lobbying de la RDC qui n'est pas assez fort on n'a pas besoin... Notre armée puisse bénéficier aussi de soutien. On n'a pas besoin de lobbying pour que cela se comprenne. Les intérêts que l'Europe défend dans cette affaire sont tellement forts que c'est fait à visage découvert maintenant. Vous ne pouvez pas croire que dans cette situation extrêmement difficile, où un mouvement sanctionné par les Nations Unies pour violation des droits de l'homme et commission des crimes graves qui troublent la conscience collective de l'humanité, que le secrétaire général des Nations Unies dise que le M23 a un armement classique et plus sérieux que celui dont dispose la MONUSCO, fournie par les États-Unis, le Japon et la France et tout ça. Exactement. Mais que l'on trouve normal, qu'il y a quelques justifications quand même pour que l'État congolais ait des restrictions
à l'achat d'armes, l'État congolais qui ne reçoit déjà pas un seul franc pour ces armes achetées, pendant qu'ils en achètent pour le Rwanda, ils lui en fournissent, et le Rwanda fournit au M23, parce que ce n'est pas un secret, ils l'ont dit eux-mêmes, que l'État congolais qui grignote sur son petit budget de misère n'ait même pas droit d'acheter les armes. Et ça, c'est cette Europe, la guerre civilisatrice, c'est cette Europe défenseur des droits de l'homme, n'est-ce pas? Avec ce que ça implique dans sa rhétorique et dans son entendement. Mais c'est cette Europe qui n'a que des leçons à donner aux autres. En matière de justice, en matière de droits de l'homme, en matière de crimes et consorts. Il est temps que les peuples Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que les massacres qu'on a connus le week-end, des massacres de Kishiché, avec plus de 120 personnes qui ont été tuées dans cette partie du pays, professeur, est-ce que... et aussi les silences de la communauté internationale, ni l'Union européenne, ni même l'Union africaine, encore moins l'EAC, on n'a pas condamné cela. L'Union africaine, tu sais que j'attends les gens... Quel est le problème? J'attends les gens qui ont fait le bilan du mandat du président Tshisekedi à la tête de l'Union européenne aujourd'hui, à l'Union africaine aujourd'hui. Je les attends qu'ils viennent comparer Macky Sall à Tshisekedi. On les attend aujourd'hui. Nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre. La bouche de Macky Sall est totalement cousue. Dites-moi un peu, parce que Tshisekedi c'était le médiocre président à la tête de l'Union africaine. Dites-moi, j'attends les gens qui ont fait le bilan de Tshisekedi ici, qu'ils me disent, avant Tshisekedi qui a été mieux que lui à la tête de l'Union africaine, et après lui, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est pour vous dire que, ne fût-ce que ce silence-là, lorsqu'on demande à la Chine jusqu'à aujourd'hui de dire qu'elle avait tué à Tiananmen en 89, ici, on trouve que c'est normal que ça continue. C'est normal que ça continue. Je crois que nous sommes, pour autant que... Un silence assourdissant. Non. L'Occident lui-même, en reconnaissant que les Nations Unies, c'est une organisation du passé, l'Occident reconnaît clairement que l'ordre mondial doit changer. Les Nations Unies, c'est une organisation du passé. Mais c'est clair. Mais lorsque le secrétaire général des Nations Unies vous dit ça, qu'est-ce qui en reste encore? Les fondements sur lesquels était assis le socle des Nations Unies, la sécurité collective, qu'est-ce qui en reste? Qu'est-ce qui en reste? Il faut que le Congo se sauve de lui-même. Je pense que nos jeunes qui sont en formation, il faut en former davantage. Moi, je propose au chef de l'État, je propose... Mais on accuse le chef de l'État d'avoir signé des accords avec Paul Kagame. Quel accord? Ces accords-là qui nous amèneraient aujourd'hui des problèmes. Quel accord? Qu'il a amené des Rwandais, des M23 ici pendant 14 mois. L'approche de Tshisekedi a mis Kagame contre mur. Quel accord? Par exemple, le raffinage du pétrole au Rwanda. J'ai dit l'approche de Tshisekedi a mis Kagame contre mur. Tous ceux qui avaient amené la rhétorique de gestion commune des ressources, ainsi de suite, qu'ils viennent encore parler. Je pense que nous devons nous sauver nous-mêmes. Moi, je propose au chef de l'État, je propose au Parlement qu'on crée une caisse. Qu'on crée une caisse que tout celui qui touche un salaire au Congo, nous tous, qu'on mette nos 10% dans cette caisse-là. Qu'on recrute davantage des militaires. Avec des chrétiens, professeur. Non, ne vous en faites pas. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune légitimité qui conditionne la survie de l'État. Parce que tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, le besoin de ceux qui nous combattent, c'est que nous rentrions dans le Congo des années 90. Le Congo des pillages, le Congo d'absence de tout. C'est ça leur besoin. Si nous ne pouvons pas consentir des sacrifices sur le minimum que nous avons pour accompagner cet effort du président de la République, nous allons ensemble disparaître avec. Qu'on nous demande de donner 10%, que chaque Congolais donne 10% de son salaire,
qu'on ajoute aux efforts déjà engagés à ce jour, ça peut nous permettre de mobiliser chaque mois ici 200 millions de dollars chaque mois, et que ce petit Rwanda, c'est un pays à mettre à notre service. Merci beaucoup. L'unique façon que la paix revienne dans cette région, c'est que la démocratie s'installe au Rwanda, que la majorité dirige le Rwanda et que le Rwanda ait des règles comme un État moderne. Pour autant que ça sera ce condominium de Kagame, c'est un courtier à ce niveau ici, pour autant que ça continuera comme ça. Merci et beaucoup. Que lui servira de ce lien de pillage d'autres pays, ça ne va pas fonctionner. Merci beaucoup. On va prendre la dernière partie de cette émission. 2 minutes par question. Hein. Vous allez réagir et puis on va passer. Prenons la réaction de Denis Mukwege qui dit « Scandalisé d'apprendre que la Commission de l'Union européenne débloque 20 millions d'euros pour le RDF, une armée à la base de l'agression de la RDC, d'une crise humanitaire dramatique et auteur des grandes violations des droits de l'homme. » Votre réaction? Non, c'est à féliciter, même si ça contraste avec la naïveté que Dr Mukwege a par moment affichée et une certaine complaisance vis-à-vis de la manière de faire de nos partenaires occidentaux. C'est déjà à féliciter, c'est une avancée parce qu'il a compris de quoi il s'agissait désormais et qu'ils sont venus les lancer. Mais parce que lui, il reçoit des prix Nobel parce qu'il répare les femmes. Les femmes, oui. Professeur... Ceux qui viennent avec des prix Sakharov, de sapeurs-pompiers, qui viennent lui donner des prix parce qu'il répare les femmes, il donne de l'argent à ceux qui sapent ces femmes-là pour qu'ils viennent les réparer. Au finish, ça donne à penser que c'est un bonheur à lui. Et une deuxième réaction, Muhoozi Kainerugaba, fils de Museveni, qui dit « Celui qui s'attaque à mon oncle, le général Paul Kagame, s'attaque à l'Ouganda. » C'est un gros bébé, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Non. Mais parfois, ça nous amuse, parfois on en rit. Mais je pense que ça n'est de trop. Les gens se sont permis trop de choses sur ce pays ici. Et les gens se sont tellement permis des choses parce qu'ils nous avaient enveloppés depuis 2001. Ils nous ont mis dans la condition que vous connaissez. Ils nous avaient enveloppés et ils sont dans ce rêve qui continue. Mais ça ne sera plus comme avant. Merci. Ah, pour finir maintenant, professeur Jean-Claude Tshilumba Moussaou, sauvons la RDC en danger. M. Kagame s'emploie à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. Mais quand un peuple est uni autour pour défendre une cause, personne ne peut le vaincre. Bien évidemment, je crois que c'est tout ce qui nous reste. Ça, c'est Fayoulou. Je salue cette audace de l'honorable Martin Fayoulou. C'est tout ce qui nous reste. C'est que ça commence par lui comme illustration, qu'il comprenne que le problème de ce pays n'est pas Tshisekedi qui est venu sauver ce pays. Le problème de ce pays, c'est ce piège qu'on nous a tendu depuis l'AFDEL. Et que si nous ne comprenons pas, nous, qu'il faut mettre fin à tout cela, rien n'avancera. Même les pouvoirs qu'on cherche aujourd'hui, que lui, Martin Fayoulou, mon vieux Martin Fayoulou, cherche que les autres, si ça n'avance pas sur ce terrain-là, ça va être très difficile. Donc, il est temps que l'on se serre des coudes, que l'on soit derrière le chef de l'État dans cette dynamique, parce que lui, au moins, je ne crois pas que le Congo a rêvé d'en avoir un comme lui, qui sait regarder en face cette racaille, cette canaille et dire ce qu'il y a. Merci. Lui, au moins, il a pris ce risque. Merci ce beaucoup. Il faut que chaque Congolais joue pour sa sécurité. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le professeur Jean-Claude Tshilumba Moussaou qui a répondu à notre invitation. Désormais, la deuxième partie de notre émission sera consacrée aux réactions des acteurs politiques de premier plan. On a reçu un acteur politique de premier plan dans cette émission, le professeur Jean-Claude Moussaou, Jean-Claude Tshilumba Moussaou, qui nous a fait vraiment du bien dans cette émission. N'hésitez pas de nous écrire, de nous encourager, ça nous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement avec le même plaisir.